Bonjour à toutes et tous. Mes chers collègues, nous poursuivons les travaux de cette commission d'enquête consacrée à l'organisation du système de santé, aux difficultés d'accès aux soins, avec une table ronde consacrée aux centres hospitaliers généraux, qui sont les plaques tournantes de l'accès aux soins de notre santé sur nos territoires. Nous accueillons donc Thierry Godot, président de la Conférence nationale des présidents de CME de CH, des centres hospitaliers, Monsieur Francis Saint-Hubert, président de la Conférence nationale des directeurs de centres hospitaliers. Messieurs, je vous remercie de prendre le temps de répondre à notre invitation. Je vais vous donner la parole si vous souhaitez faire une courte intervention liminaire de l'ordre de 5 minutes pour laisser ensuite toute sa place aux échanges sous forme de questions et réponses, à commencer par celle de notre rapporteur. Il sourit. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, messieurs, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Voilà, je vous remercie. Vous avez la parole dans l'ordre que vous souhaitez. Merci. Alors, nous avez dit 10 minutes. Je ne sais pas si... Bon, si vous dépassez, ce n'est pas dramatique. D'accord. Bon, je vais essayer. Bon. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, nous avons été longtemps fiers de notre système de santé, un système protecteur et solidaire, mais aujourd'hui, ce système ne tient plus autant ses promesses. Partout sur le terrain, les professionnels, hospitaliers comme libéraux, veulent bien faire leur métier, mais ils sont empêchés par une organisation défaillante. Le résultat, l'épuisement gagne du terrain et le sens se perd. On entend souvent il manque de moyens. C'est en partie vrai, mais ce n'est pas le cœur du problème. La France consacre à la santé plus que beaucoup de pays européens, mais sans de meilleurs résultats, car c'est avant tout l'organisation qui est défaillante. Et dans un système désorganisé, rajouter des moyens, c'est verser de l'eau dans un seau percé. L'hôpital public est à la croisée des chemins. Il souffre, il doute, et pourtant, grâce à l'engagement sans faille de ses professionnels, il reste malgré tout un pilier de notre pacte républicain. Mais ce pilier vacille, parce qu'on a cessé de le considérer pour ce qu'il est vraiment, un lieu d'excellence, d'engagement, du soin inconditionnel. L'hôpital, lui, ne choisit jamais ses patients. Trop souvent, on parle de l'hôpital comme d'un problème, d'un gouffre financier, d'un tableau Excel. Mais si on prend un peu de recul, et si on regarde l'histoire récente du Covid, on comprend que l'hôpital est le pilier de notre système de santé, le dernier recours quand tout vacille. L'hôpital coûte probablement trop cher, mais parce qu'on ne cesse de lui demander de se substituer à toutes les carences. Il étouffe sous des missions qui ne sont pas les siennes. Les déficits hospitaliers plongent quasi partout, car on ne les finance pas à la hauteur de ce que l'on exige de lui. Oui, il faut moins d'hôpital, mais pour mieux d'hôpital. L'hôpital est en qualité empêchée. On parle sans cesse de lits manquants, d'urgences saturées. Mais ce qu'on appelle trop souvent un manque de lits est en réalité le reflet de patients sans solution qui bloquent les lits. L'hôpital est en permanence saturé de patients pour lesquels il n'est pas le lieu pertinent, faute de soins à domicile ou de solutions sociales adaptées, d'HAD suffisamment développés, de soins de suite, de soins médicaux de réadaptation ou d'EHPAD médicalisés. La solution n'est donc pas d'ouvrir à tout va des lits de médecine aiguë, mais de repenser son environnement pour améliorer l'accès aux soins hospitaliers. Et pour autant, il doit aussi se réorganiser. Il doit poursuivre le développement ambulatoire dans tous les secteurs d'activité et faire plus d'hospitalisation à domicile. Il doit aussi adapter les capacités existantes, repenser la répartition des lits par une redistribution au profit de la médecine polyvalente et de la gériatrie. Les GHT doivent développer de vraies équipes spécialisées de territoire, capables de mutualiser les expertises et de les rendre accessibles partout. Il faut arrêter de faire croire que l'on pourra tout faire partout. Ce discours est à la fois démagogique et dangereux. La gradation des soins n'est pas une punition territoriale, c'est une garantie de qualité. L'efficience de l'hôpital public réside aujourd'hui dans une offre de soins territoriale, graduée, portée par le projet médical des GHT et soutenue par les ARS. L'idée n'est pas de fermer des hôpitaux, mais de repenser l'offre de soins. La gestion des lits à travers un ordonnancement des parcours patients est un impératif au sein de chaque établissement, mais doit être géré aussi de manière solidaire entre tous les acteurs du territoire.
Nous devons aussi mettre fin à une absurdité, celle du recours systématique aux urgences. Le système de soins non programmés fonctionne mal. Malgré le SAS, malgré une permanence des soins ambulatoires qui couvre presque tout le territoire, mais qui notamment démarre trop tard en soirée, 30 à 40% des passages aux urgences pourraient être évités. Le réflexe du tout urgence reste trop ancré dans la population. Tous les médecins doivent participer à l'organisation des soins non programmés, y compris hospitaliers évidemment, y compris en journée. Cela relève d'un principe éthique et professionnel. Et cessons de parler de la crise des urgences. Les urgences sont un symptôme, mais pas la solution. L'attractivité médicale est une condition sine qua non de l'accès aux soins. Or, le modèle hospitalier n'attire plus trop. Pourquoi ? Parce que c'est souvent le seul endroit où la contrainte est la règle, sans une reconnaissance à la hauteur de l'engagement. Mes propres enfants m'ont dit « On ne restera pas à l'hôpital, car on ne veut pas la vie que tu as eue. » Trop souvent, l'hôpital est piloté d'en haut, et d'en haut de l'hôpital, dans une logique technocratique, comptable, étouffante. Il faut inverser la logique, faire confiance aux collectifs de soins, décentraliser les décisions, encourager les délégations de gestion contractualisées en interne. La crise sanitaire nous l'a montré. Quand on libère les énergies, les solutions émergent. Les médecins, comme d'ailleurs tous les professionnels hospitaliers, aiment leur métier, mais ils veulent être des acteurs et non des exécutants. Leur envie d'engagement est fort, mais nécessite reconnaissance, confiance et les moyens de leur action. C'est bien sûr aussi en redonnant du sens à la qualité de leur exercice professionnel qu'on les fidélisera. Un hôpital attractif pour ces professionnels, c'est un hôpital qui soigne et qui répond mieux à l'accès aux soins. Le numérique en santé, c'est à la fois la jungle et un désert. Le manque de partage d'informations entre les acteurs crée des dysfonctionnements majeurs. Le numérique doit être un levier de la transformation hospitalière, de l'efficience, de la qualité, de la sécurité et de la pertinence des soins, mais aussi de la qualité de vie au travail. Il faut un dossier patient unique, interopérable, intégré entre tous les acteurs. Chaque séjour hospitalier ou intervention de tout professionnel de santé devrait donner lieu à un compte-rendu versé au dossier partagé du patient. La télémédecine, l'insuffisance artificielle sont des outils au service de l'accès aux soins, à condition de les penser comme tels et non comme des gadgets. Le numérique doit rendre du temps disponible aux soignants pour mieux et plus soigner. Former plus de médecins ne suffira pas. Il faut former autrement, enraciner dans les territoires dès le début et tout au long du cursus. Formons selon les besoins réels. On manque de généralistes, de gériatres, de psychiatres, de pédiatres. Formons mieux à la polyvalence et à la polypathologie. Cela favorisera aussi la pertinence des soins. La médecine polyvalente, indispensable à l'hôpital, est presque absente des formations. C'est un non-sens urgent à corriger. La coordination et le partage des compétences entre les professionnels doivent être redéfinis, mais pas au coup par coup, selon les corporatismes et les défaillances démographiques. Le rôle de chacun doit conduire à définir plus précisément des besoins en formation de chaque catégorie de professionnels, plutôt qu'une augmentation généralisée, non régulée, non coordonnée et à terme non pertinente. Le bon niveau pour organiser les parcours, c'est le territoire. Il faut rendre obligatoire un projet territorial de santé et l'articuler à tous les dispositifs existants. Les CPTS, les contrats locaux de santé, les projets par exemple territoriaux de santé mentale, les GHT, qui doivent se coordonner ensemble pour répondre comment collectivement ils répondent aux besoins des territoires. Le territoire doit être le fer de lance de la prévention. Partout, la responsabilité populationnelle, vecteur d'accès aux soins, de pertinence et d'efficience doit se mettre en œuvre. C'est à ce niveau que le rôle des élus, mais aussi des patients, doit être renforcé. Les financements doivent être fléchés, contractualisés et évalués. Ils doivent inciter à coopérer, non plus à se concurrencer. Aujourd'hui, la gouvernance du système est illisible. Trop d'intervenants, trop de strates. Les ARS doivent être dans un rôle de régulation, d'accompagnement des transformations et non d'un contrôle quasi permanent dont la pertinence reste à démontrer. Plus largement, il faut fusionner les agences d'État redondantes, unifier la stratégie entre le ministère et l'assurance maladie, évoluant a posteriori sur des résultats concrets, pas sur des tableaux Excel. À l'évidence, il n'y a pas qu'au niveau des actes de soins qu'efficience et pertinence doivent être portées. Enfin, si tous les territoires sont différents,
Il faut une véritable politique nationale, claire, affirmée et assumée si on veut que les acteurs s'engagent efficacement. Et pour cela, il faut une vision stratégique à travers une loi de programmation pluriannuelle avec un cap, une cohérence, une vision et du courage. Mesdames et messieurs les députés, notre système de santé a besoin d'un choc d'organisation et d'un choc de confiance. Il ne s'agit plus de colmater, il faut refonder. Un système inchangé, les besoins financiers ne cesseront d'exploser, notamment à l'hôpital public. Si la quête d'efficience au sein de l'hôpital public est une aspiration légitime, les politiques d'efficience portées et focalisées uniquement sur la performance financière, loin d'améliorer la situation, ont contribué à une dégradation progressive des finances hospitalières et à un désengagement croissant des professionnels. J'ai fini. Contrairement aux idées reçues, de nombreuses études attestent d'une amélioration significative de la productivité au sein de l'hôpital public ces dernières années. L'échec des réformes successives est lié à une approche cloisonnée, déconnectée d'une mutation profonde du système de soins. Le passage d'un modèle centré sur les maladies aiguës, où l'interaction ville-hôpital était limitée, à un modèle dominé par les maladies chroniques et la polypathologie exige une interdépendance accrue de tous les acteurs. Or, la gestion financière et politique du secteur de la santé n'a pas su s'adapter à cette transformation. Une dichotomie persistante entre la ville et l'hôpital se manifeste tant au niveau de la gouvernance que des mécanismes de financement et des leviers d'action, créant des silos étanches et des logiques divergentes. La véritable source d'efficience réside dans les coopérations étroites par les acteurs, par des complémentarités et par la gradation des soins. Moins de cloisonnement, mais plus de responsabilités partagées et d'incitation à agir ensemble. Moins de technocratie, mais plus de confiance. Moins d'hôpital, mais mieux d'hôpital. Un hôpital plus territorialisé, recentré sur les missions de l'excellence, de la complexité, de la recherche et de l'innovation, où chacun est soigné sans discrimination avec humanité et où chacun est fier d'y travailler et accepte ainsi ce métier contraignant mais tellement formidable. Cet hôpital qui fait aussi depuis toujours la fierté des Français. Je vous remercie. Merci, M. Godot. M. Saint-Hubert, s'il vous plaît. Bonjour. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Tout d'abord, au nom de l'ensemble des hospitaliers, je tiens vraiment à remercier le groupe Liot d'avoir utilisé votre droit de tirage pour la mise en œuvre de cette commission. Nous avons pris connaissance avec attention de l'ensemble de vos travaux là, qui ont eu lieu jusqu'à maintenant. Vraiment, nous sommes agréablement, je dirais, surpris, si j'ose dire, par le sérieux de vos questions et votre écoute par rapport aux propositions qui sont faites. Donc vraiment, merci. Il était urgent d'entamer vraiment ces travaux-là, donc merci. La conférence, en quelques mots, c'est 100 chefs d'établissement qui représentent l'ensemble des centres hospitaliers. Il y en a environ 800 en dehors des CHU. À la fois, l'avantage et la difficulté de notre conférence, c'est que les 100 chefs d'établissement représentent une grande diversité des centres hospitaliers, à la fois des très gros, à la fois des tout petits, des hôpitaux de proximité, et nous avons la fierté vraiment de mailler l'ensemble du territoire. En quelques mots, diriger un hôpital, c'est 3 défis que nous devons relever simultanément. Je dis bien simultanément, parce que parfois, nous traitons ces défis de façon séparée, et c'est là que nous échouons. C'est à cause de cela que nous échouons. Le premier défi, c'est améliorer continuellement la prise en charge de nos patients, en tenant compte, évidemment, l'égalité d'accès aux soins. Mais pour arriver à relever ce défi en permanence, nous devons avoir, et c'est ce que vient de dire Thierry Godot, la qualité de vie au travail. Plus que dans tout autre secteur, le bien-être des soignants influe directement la qualité de la prise en charge. Nous ne pouvons pas faire autrement. Et le troisième défi, donc, pour nous, directeurs, responsables d'établissement, pour avoir cette qualité de vie, pour renforcer cette qualité de vie au travail, nous devons avoir des établissements de santé en bonne santé financière. Nous ne pouvons pas cloisonner ces 3 défis, je le répète, nous devons les traiter simultanément.
Nous sommes là pour permettre aux équipes, à l'ensemble des équipes, évidemment en première ligne, il y a les soignants, les médecins, mais derrière, il y a 130 métiers dans nos établissements. Donc nous devons accompagner ces équipes pour remplir leur mission de service public hospitalier. Nous sommes là pour cela et pas simplement pour équilibrer le budget, mais je l'ai dit, c'est nécessaire d'équilibrer les budgets, mais avant tout, nous ne devons pas perdre notre objectif, c'est de soigner. Alors, dans quel système nous sommes? L'État définit nos missions et nos moyens. Aujourd'hui, ce système est marqué par 3 paradoxes. Le premier paradoxe que nous devons gérer, c'est que les moyens sont forcément limités, même si certains disent « mais ça augmente », bien sûr, cela augmente, mais ces moyens sont forcément limités, d'autant plus que les missions que nous devons assumer sont sans limite. Nous pouvons recourir aux soins dans notre système de santé sans limite. Le deuxième paradoxe, nous ne sommes pas les seuls acteurs à intervenir dans la prise en charge des patients. Mais vous pouvez constater que tous les acteurs qui sont liés les uns aux autres n'ont pas les mêmes règles. Il y a des acteurs qui cumulent les avantages. Si vous me permettez de dire, à la fois, ils sont payés à l'acte et ils peuvent parfaitement choisir les secteurs, les activités qu'ils veulent prendre en charge. Et en face, vous avez des acteurs qui cumulent les contraintes. Ils ont des enveloppes et ils doivent tout traiter. Deuxième paradoxe. Troisième paradoxe que nous devons gérer, c'est de lier le local et le global. Continuellement, nous sommes confrontés à cette difficulté. Évidemment, les textes, les lois sont rédigés, élaborés pour gérer un système dans sa globalité. Combien de fois, je l'ai dit quand je rencontre des élus, vous avez voté telle chose au niveau national, mais quand on a les effets pervers, les conséquences dans votre hôpital, eh bien, vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce qui se passe dans votre établissement. Il y a des CHU, notre système de formation, tout ça vise l'excellence. Pour autant, est-ce qu'on tient compte que finalement cette excellence-là puisse être accessible à tous? C'est un vrai sujet que nous avons. Notre conférence est viscéralement attachée au service public hospitalier. N'en déplaise à certains, les tenants de l'hôpital-entreprise. Quelle grave erreur! Évidemment, nous ne devons pas gaspiller, nous devons être performants, nous devons chercher l'efficience. Mais un hôpital, ce n'est pas un centre commercial où chaque service, chaque boutique gère son profit, son activité. Non, l'hôpital, tous les services sont interdépendants. Donc cette vision a fait beaucoup de mal dans nos établissements. Alors, 3 sujets que je souhaiterais aborder. Et d'ailleurs, la circulaire de M. Bayrou, c'est la première fois qu'une circulaire de Premier ministre parle de la restructuration de l'offre sanitaire. Nous attendons cette restructuration depuis longtemps. Il nous semble qu'il est vraiment nécessaire aujourd'hui d'accepter que tous les hôpitaux et tous les services ne pourront pas être maintenus. Nous devons faire des choix. Qu'allons-nous faire de ces maternités qui sont dangereuses? Qu'allons-nous faire de ces services d'urgence qui sont ouverts un jour sur 2? Au mieux. Mais ce ne sont, je donne ces exemples-là, ce ne sont que les parties visibles de l'iceberg. Comme nous l'avons fait, notre proposition, comme nous l'avons fait pour les hôpitaux de proximité, il faut créer des ensembles homogènes, des matrices d'activité, différents niveaux pour les centres hospitaliers. Nous devons engager, nous devons réfléchir sur comment organiser les typologies des CH, comme nous l'avons fait par exemple pour les maternités. Il faut imaginer des ensembles d'hôpitaux qui répondent à cette graduation. Le deuxième point, c'est le territoire. Les coopérations, c'est essentiel, mais ça ne se décrète pas. Quand un médecin est parti d'un hôpital pour aller fâché avec ses collègues, il va dans l'hôpital voisin.
il devient chef de service ou il devient président de CME. Vous pensez qu'on peut faire coopérer ces deux équipes si facilement que ça? Donc les coopérations ne se décrètent pas. Ce que nous disons, c'est que les GHT qui ont été mis en œuvre il y a 10 ans, presque 10 ans, son 9e anniversaire, nous devons les imaginer. Ce n'est pas un GHT temps 2. Nous, ce que nous demandons, ce sont des GHT deuxième génération. Ces GHT, il y a eu des choses, des choix qui n'ont pas été faits. Par exemple, on a dit pas de personnalité morale, on a dit établissement support. C'est comme je reviens à mon exemple de centres commerciaux. Voilà, vous avez Carrefour, vous avez Auchan, vous avez voilà. Et puis tout le reste doivent subir, si jamais telle ou telle enseigne décide de faire de cette façon-là. Donc nous devons imaginer une gouvernance territoriale. Donc ce que nous proposons, c'est de supprimer les GHT, cette vision de GHT monolithique, et d'imaginer qu'il peut y avoir plusieurs types de GHT. Par exemple, des GHT qui regroupent quelques établissements dans un territoire, qui ont à peu près des forces et des faiblesses complémentaires. Okay. Il peut y avoir des GHT avec beaucoup d'établissements, un gros, et beaucoup d'établissements plus petits. Et nous pouvons imaginer des GHT avec des CHU, avec, sans CHU. Nous devons donc imaginer des outils, des personnalités morales et des systèmes de gouvernance où nous pouvons mettre ensemble pour réellement prendre des décisions et assumer les conséquences de ces décisions, c'est-à-dire les élus, les professionnels de santé, les représentants des usagers. Donc, nous devons faire évoluer. Et le troisième et dernier point, mon collègue l'a abordé, c'est les métiers, la formation. Aujourd'hui, nous devons rapidement aller vers une logique de nouveaux métiers. Dans le temps, on appelait ça des métiers intermédiaires. Nous ne pouvons pas rester avec des métiers paramédicaux avec 3-4 ans de formation et des métiers médicaux avec 10-12 ans de formation. Nous avons les métiers des sages-femmes avec 6-7 ans. Nous devons imaginer ces métiers. Nous avons fait un premier pas avec les IPA, mais nous devons aller plus loin. En conclusion, la performance, oui, l'efficience, oui, mais avant tout, la pertinence. L'exemple, nous devons réguler les arrivées aux urgences. Il faut vraiment changer de paradigme. Je vous remercie. Merci. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, pour vos propos et chacun dans ses rôles, dans ses compétences. Vous avez pu exprimer, entre guillemets, votre amour de l'hôpital, et notamment l'hôpital public. Et j'aurais pour commencer 4 petites questions. La première, vous avez parlé, les deux, de la formation. Pensez-vous qu'il serait nécessaire de revoir la formation? Alors, sur plusieurs étapes. La première, moi j'étais surpris de voir, alors même qu'un médecin, quand il fait ses études, il va demain être médecin généraliste et ou travailler dans un hôpital et potentiellement être chef de service d'un hôpital, qu'il n'y ait aucun cours de management, de relations humaines, alors même que dès lors que vous êtes en responsabilité, ça fait partie de votre quotidien. Et encore plus, j'ai envie de dire, si vous devenez médecin généraliste, où là, vous gérez une petite entreprise, en fin de compte, et donc il n'y a aucune aide à cette gestion, cet apprentissage de la gestion. Ça, c'est pour la partie la plus petite de la potentielle réforme possible de la formation. La deuxième étant une proposition sur laquelle on avait échangé avec le président, mais pourquoi pas de faire comme ce qui se fait pour le reste des diplômes français, sur une partie licence, master, doctorat, et avec dans une partie licence, pourquoi pas des cours communs
justement, comme vous parliez, avec les infirmières, avec des sages-femmes, avec d'autres professions. Je ne dis pas que le cursus entier doit être le même, mais par contre d'avoir des semestres peut-être en commun, qui permet non seulement d'avoir des échanges, mais aussi d'avoir certaines bases communes. Est-ce qu'il pourrait y avoir un intérêt à avoir cette potentielle réforme de la formation? Ma deuxième question, elle vous concerne tous les deux dans vos rôles respectifs, et encore un peu plus, monsieur le directeur, sur le pouvoir disciplinaire des directeurs d'établissement. De par les différentes auditions qu'on a pu avoir, on se rend compte que c'est un vrai questionnement sur le travail du quotidien dans l'autorité exercée par le directeur d'un établissement sur le personnel médical, les médecins. Et c'est pour ça que je parle du binôme PCME directeur. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement être en capacité de donner à ce diplôme, à ce binôme, plus de compétences pour une meilleure gestion des affaires du quotidien? Le fait de monter directement au CNG avec toutes les problématiques qu'on connaît et la lenteur qu'on connaît, est-ce que c'est pas problématique dans la gestion du quotidien? Est-ce qu'il ne faudrait pas repenser un peu le modèle de direction et notamment la partie autoritaire et disciplinaire? Et si oui, d'après vous, de quelle manière? Ma troisième question, c'est, vous parliez de la différence entre le public et le privé, l'investissement de certains plus que d'autres, la PDSES de certains plus que d'autres. D'après vous, comment faire pour égaliser plus le service rendu à la population entre les hôpitaux privés et les hôpitaux publics? Ma dernière question, vous avez dit que les coopérations ne se décrétaient pas. C'est un fait. On se rend compte que souvent, dans le cadre de coopération entre GHT, c'est aussi des problèmes de personnes. Alors souvent, les directeurs gèrent plusieurs établissements. En tout cas, dans le cas que je connais le mieux, c'est le cas. Mais il y a des soucis, soit entre PCME et ou entre chef de service pour chacune des spécialités, qui rend extrêmement compliqué les discussions et le travail en commun, alors même que, vous l'avez très bien dit, un patient, il n'appartient pas à l'hôpital et on doit réfléchir de manière territoriale. Comment faire pour faciliter ces discussions, ces coopérations et cette répartition des activités dans le cadre de GHT? Voilà pour mes 4 premières questions. Je vous remercie. Je vais commencer par la formation. Le sujet sur le management est un sujet majeur, mais néanmoins, ça fait quand même beaucoup de progrès à l'hôpital. Parce qu'il y a encore peu, les responsables de service, les chefs de pôle n'étaient pas formés au management. Ils le sont de plus en plus. Alors ça, c'est pas les études, mais déjà pour savoir d'où on part. Au moins, on a déjà corrigé ça. Les présidents de CME ont des formations. C'était pas le cas avant. Et c'est vrai que c'est une difficulté dans l'exercice médical et probablement pas qu'à l'hôpital. Au cours des études, on n'a pas obligatoirement une vraie formation au management, au travail en équipe, mais travail en équipe entre médecins, mais avec les autres professionnels. Et ça, c'est un sujet, je pense, majeur, compte tenu de ce que je vous ai dit, justement, sur les coopérations professionnelles. Donc, oui, d'abord, sur le management, il faut quand même avoir ça. Probablement aussi sur de la pédagogie, aussi sur comment on annonce des choses aux patients. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que ça soit très bien structuré. Au-delà de l'organisation, la relation avec le patient n'est pas obligatoirement quelque chose de très bien enseigné, à mon avis. Quant à la formation, oui, on peut imaginer quand même des choses en commun. Est-ce qu'il faut que ce soit des semestres? Je pense qu'il faut avoir peut-être les modules, justement, en commun sur quelques sujets dont je vous ai évoqué. Ça, je pense que c'est des choses à inventer, y compris
un peu comme les stages. Les étudiants, à un moment, ils avaient demandé à avoir un peu des internats pluriprofessionnels aussi pour apprendre. Alors, c'est pas obligatoirement le quotidien, mais quand même, enfin, le quotidien, l'exercice professionnel. Mais je pense qu'aussi, le fait de se connaître et de se côtoyer, c'est quand même quelque chose, et de ne pas avoir que des choses en silo. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Voilà, après, il ne faut pas que ça s'arrête au niveau des études. C'est-à-dire qu'il faut inculquer cette culture, mais je pense que malgré tout, c'est un peu ce que j'ai dit aussi tout à l'heure, il faut quand même que l'organisation du système soit quand même un peu consolidée sur qui fait quoi, pour qu'aussi cette formation, elle corresponde à ce qu'ils vont rencontrer après. Et que ça soit pas je vais dans un service, je vais dans une structure et j'aurai le droit de faire ou pas faire. Voilà, il faut quand même que les choses soient claires. Je pense qu'il y a des enjeux majeurs. Moi, même si je le fais beaucoup moins, je suis diabétologue, donc j'ai des IPA. Je suis convaincu que l'IPA, c'est une chose qu'on sous-exploite en France. Bon, après, il y a différents questionnements sur le modèle économique aussi, etc. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est encore un autre sujet. Mais je pense que le temps médical, il doit aussi être recentré sur sa plus-value. Il faut se poser la question, c'est quoi la plus-value du médecin? Et d'ailleurs, peut-être, c'est un peu ce que je disais aussi entre l'hôpital et la ville. C'est quoi la plus-value de l'hôpital? Et la plus-value de l'hôpital, il faut la préserver autant que faire possible à l'extérieur de l'hôpital. Évidemment, il y a les contingences de démographie qu'il faut respecter. Mais il est urgent qui est quelque part une véritable conférence plutôt, de concertation entre les différents acteurs. Je sais que c'est des sujets sensibles, mais il est urgent de définir qui fait quoi. Ce travail en équipe, qu'il soit à l'hôpital, qu'il soit à la ville, et ça impacte aussi sur la formation, parce qu'aujourd'hui on ouvre les vannes, mais on ne sait pas très bien de quoi on a besoin en fait comme type de professionnel dans les prochaines années en fonction des décisions, et il ne s'agirait pas non plus dans certains domaines, peut-être pas d'autres, même si les besoins de santé augmentent, qu'on ait trop de professionnels. Donc je pense que tout ça, c'est aussi un ensemble. La formation doit aussi être déclinée parce qu'on aura défini aussi, à l'intérieur du système, qui fait quoi. Alors je laisse, parce qu'il y avait la discipline, on va commencer par le directeur. Je vous dirai après un peu. Non, je vais pas. Non, mais sur la formation, tu as déjà dit, beaucoup de choses, mais je dirais que alors dans les établissements, on le fait. Enfin, voilà. Ce n'est pas une obligation, mais aujourd'hui, quand un chef de service prend la responsabilité, bon, évidemment, les cadres soignants, on considère qu'ils ont déjà dans leur formation de base et lors de l'école de cadre, ils ont ces formations. C'est vrai que nous les engageons, mais encore faut-il que le management puisse s'exercer dans un cadre. Le management, c'est pas simplement de la formation. Évidemment, c'est de la formation. On pense que tout le monde peut gérer des hommes et des femmes. Ben non. Il y a des choses à apprendre, il y a des choses à expérimenter. Il y a, par exemple, à travers le co-développement, tout ça, c'est un apprentissage. Évidemment, on a besoin de matériaux au début, d'avoir un minimum de connaissances sur l'humain. Et ensuite les relations sur la sociologie, sur par exemple le système et les acteurs, tout ceci, c'est évident que ça s'apprend, mais en même temps c'est aussi du développement continu, et c'est aussi, je terminerai là-dessus, c'est aussi la légitimation, et ça me fait la transition avec les disciplines, de l'autorité, d'une légitimité, donc nous devons développer, et ça s'est perdu, ça se perd parce que voilà, il y a ce qui se passe dans nos sociétés aujourd'hui, voilà, dans la société où il est bon ton de remettre en cause le pouvoir des uns et des autres, l'autorité des uns et des autres, voilà. Donc nous devons réinstaurer, et c'est vrai que à un moment donné, voilà, le fait d'avoir quasiment supprimé la notion de service au moment où on a mis en place les pôles, même si ce n'a jamais été fait de façon explicite, voilà, ça fait beaucoup de tort dans nos établissements. Concernant le pouvoir disciplinaire, je dirais que c'est une question qui doit aussi être traitée en même temps que l'intéressement. Souvent, on fait en disant, au fait, il s'agit de comment ramener
sur le droit chemin ou comment inciter les autres à mieux participer au déroulement voilà, de nos activités. Vous savez, moi je dirais que si on veut prendre un peu de façon très schématique, c'est vrai dans toutes les équipes, vous allez avoir 10% de personnes, vous n'avez pas besoin de chef, vous n'avez pas besoin de leur expliquer, ils vont être là, ce sont vraiment des personnes sur qui on peut compter. Et puis vous avez 10% de personnes dans nos équipes, vous pouvez faire ce que vous voulez, on n'arrivera pas à les faire évoluer. Nous devons accepter ce constat. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire sur ces 10% ? La réponse, est-ce qu'on peut les virer ? Ben non, les choses ne sont pas si faciles que ça, si évidentes que ça. Voilà. Mais là où nous devons nous consacrer, c'est sur les 80% restants. Qu'est-ce que nous devons faire pour qu'effectivement, nous pouvons, ces 80% n'aillent pas, je dirais, vers les 10%, voilà, sur le mauvais côté, mais qu'on y aille vers l'exemplarité. Alors, deuxième point sur la discipline, j'ai envie de dire tout le monde est concerné, y compris les directeurs. Vous avez évoqué les agents, vous avez évoqué indirectement le système du statut de la fonction publique. Oui, ce statut-là, il est là pour protéger et c'est absolument nécessaire, mais il doit aussi évoluer. Est-ce qu'aujourd'hui le CNG peut gérer toutes ces situations individuelles? Il suffit de regarder, il suffit de constater que ce n'est pas possible. Est-ce que nous devons régionaliser les choses? Pourquoi pas? Nous devons réfléchir et collectivement innover. En tout cas, certaines choses peuvent être gérées au niveau des établissements, y compris pour les médecins, y compris pour les directeurs. Aujourd'hui, nous sommes, tout à l'heure j'ai parlé de globalité et du global et du local, là on est trop dans le global. Donc nous devons chercher des pistes pour aller beaucoup plus à proximité, y compris pour un certain nombre de décisions disciplinaires. Et puis, avant d'arriver aux disciplines, il faut accompagner. Il faut détecter. Nous pouvons éviter certaines situations parce que nous voyons poindre des difficultés, parce qu'il y a des personnalités, vous savez, il y a 8% dans notre société, enfin voilà, dans le public, 8% de personnes que l'on peut appeler qui ont une personnalité toxique. Voilà, de divers ordres. Voilà, c'est médicalement, c'est constaté. Comment nous devons les traiter? Je ne pense pas qu'il n'y a que la discipline qui permet de gérer. Il faut aussi les accompagner, mais ça veut dire que nous devons avoir les moyens de détecter ces difficultés-là et de les traiter en amont. Voilà. Oui, moi après, tout dépend où commence, où s'arrête le disciplinaire. Voilà, parce que, pour des histoires simples, c'est vrai en plus qu'on se relève d'un blâme ou d'un avertissement au CNG, je ne sais pas s'il y a tant de conséquences que ça, et s'il faut dérouler le rouleau compresseur du CNG et pour prendre des décisions en plus qui sont souvent notifiées 2 ou 3 ans après. Donc ça, c'est quand même un sujet. Alors, malgré tout, je pense qu'on fait déjà au moins un peu de disciplinaire dans l'établissement. Le directeur et le président de CME, c'est régulier, qui reçoivent des praticiens pour leur expliquer un peu certaines choses, avec des courriers officiels. Alors, vous allez me dire, c'est pas totalement du disciplinaire, mais je suis pas sûr que ce soit beaucoup moins qu'un avertissement. Voilà. Donc, il y a des situations, je parle pas après des situations type violence sexiste et tout ça, qui là, je pense, relève d'une autre procédure, et je pense que c'est pas le sujet. L'un des problèmes du disciplinaire aussi dans nos établissements, c'est pour ça que je vous dis, tout dépend de ce qu'on appelle le disciplinaire, c'est aussi le droit à la défense, et que malgré tout, chez les médecins, on n'a pas obligatoirement de présence syndicale très organisée dans nos établissements. Donc, interne à nos établissements, moi, je reste prudent par rapport au droit à la défense, par rapport à l'équité. Alors, régionalement, il y a des commissions régionales paritaires où lesquelles les syndicats sont là. Il y a peut-être quelque chose à inventer pour trouver une procédure plus souple. J'en conviens. Mais attention, il est logique que si on rentre dans de la discipline avec éventuellement derrière quelque chose qui relève d'une sanction, en interne dans nos établissements, je ne sais pas si en effet ce qu'on pourrait appeler le droit à la défense est très bien organisé aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens de ça. Mais nous faisons déjà quand même du disciplinaire. Moi, j'ai déjà reçu plusieurs fois, j'ose pas dire de nombreuses fois, parce que c'est quand même pas si important que ça.
Ce que je voulais dire aussi, c'est que, je ne sais pas si c'est totalement du disciplinaire, mais les principales affaires médiatiques dont on entend parler, ce sont souvent des histoires anecdotiques qu'on n'a pas su gérer. Parce qu'en effet, le management n'est pas assuré, parce que le management n'est pas formé. Le manager, le leader de l'équipe, il ne sait pas très bien s'y prendre. Enfin, c'est en ça qu'on fait un gros travail sur le management. Il met la poussière sur le tapis et quand la poussière ressort, elle explose. Donc là, il y a aussi ce côté de prévention, de légitimité, de posture et de compétence des managers médicaux. L'autre sujet, j'en ai fait référence un peu dans mes propos liminaires, c'est que manager à l'hôpital, non seulement il faut se former, mais après il faut avoir les moyens de son action. C'est-à-dire qu'un manager médical aujourd'hui a très rarement du temps dédié. Manager médical aujourd'hui, c'est comme demander à une infirmière d'être cadre de santé après avoir fait son boulot de cadre de santé. Donc obligatoirement, l'investissement dans le management est plus compliqué. Et ça, c'est une des faiblesses, avec les périodes de démographie médicale et tout ça, mais les managers médicaux, et puis il faut aussi qu'ils servent, ce n'est pas que management, c'est pas le gentil organisateur, il faut qu'il ait quand même une capacité à décider. C'est aussi ce que j'ai voulu dire. Ça va avec, il s'agit pas de revenir dans un système où on a des cloisonnements dans l'hôpital, mais il faut quand même qu'ils aient les moyens de leur action, qu'ils aient une capacité à décider. C'est ça, les délégations de gestion, la contractualisation, où c'est encore un point faible à l'hôpital public. Il y a eu la loi sur le projet de management et de gouvernance participatif. Notre conférence, alors ça va faire 2 ans maintenant, a fait une enquête. Mais le projet de management et de gouvernance, et d'ailleurs la VFHF avait fait la même enquête, globalement c'est à peine un tiers des établissements qui l'avaient porté. Donc on a encore des choses à faire. Et ça, évidemment, c'est ce qui donne aussi du sens aux professionnels et qui donnera aussi un peu plus d'action et de cohérence dans l'organisation interne de l'hôpital. Ça, c'est des enjeux quand même. Je sais pas obligatoirement aujourd'hui la gouvernance de ce qu'on pourrait appeler le top management. Le souci, c'est vraiment, je pense, la déclinaison dans les services, dans les unités, le travail en équipe. Il faut vraiment restaurer ce travail en équipe dans une gouvernance, dans un cadre stratégique défini par l'institution, mais avoir de la souplesse à l'intérieur et des circuits courts de décision. Merci, monsieur. Oh, pardon. Merci, Monsieur le Président. Alors, Thierry Frappé, député du Pas-de-Calais, ancien médecin généraliste, je le précise pour mes propos. Merci pour votre présence aujourd'hui et vos propos que j'ai trouvés très francs, très directs, que l'on attend effectivement pour bien comprendre la situation. J'aurais 2 questions éventuelles. La première concerne votre opinion sur les maternités supposées dangereuses. Et vous êtes apparemment pour continuer la fermeture de ces maternités. Alors, sur quels critères se baser? Et nous avons étudié il y a 3 semaines à peu près les problèmes justement de la mortalité infantile en proposant un moratoire sur la fermeture de ces maternités. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un antagonisme là-dessus? La deuxième question s'adresse sur la réforme des études de médecine que j'estime nécessaire du début à la fin, avec notamment une universitarisation des hôpitaux généraux dont vous faites partie. Aujourd'hui, il faut, pour avoir des internes et des étudiants en médecine, je crois, il faut un pôle universitaire de ces hôpitaux où la situation n'est pas facile, disons. Ça permettrait d'appliquer mieux le numerus apertus qu'on a voté, qui est encore, malgré tout, limité. Qu'en pensez-vous? Merci. Donc, On revient après. On revient. Bon. Alors, comme j'ai parlé des maternités, je vais me permettre donc de vous répondre. Monsieur le député, évidemment, nous pesons les mots quand nous parlons de maternité dangereuse. Nous avons, vous savez, pour une maternité, on a besoin de pédiatres, d'anesthésistes et de gynécologues obstétriciens.
excusez-moi, quand les 3 compétences ne sont pas réunies et qu'une des compétences fait défaut, il y a des maternités qui fonctionnent avec une pédiatre. Qui a été, tout à l'heure, vous parliez de pouvoir disciplinaire, quelqu'un que l'on sait pertinemment qui a eu des problèmes partout où elle est passée, où il est passé. Mais simplement pour maintenir une maternité, et je sais de quoi je parle. Nous gardons cette pédiatre, avec tous les problèmes que cela entraîne. Les premières personnes à se plaindre, ce sont les sages-femmes. Parce qu'elles, donc si vous voulez savoir, interrogez les sages-femmes. Regardez où les personnes qui sont un peu au courant de ce qui se passe dans cet établissement, dans cette maternité, où les femmes vont accoucher. Heureusement que les sages-femmes sont là pour compenser un certain nombre de situations compliquées. Donc il ne s'agit pas, ce n'est pas juste d'un critère de nombre. Il peut y avoir 400 accouchements dans certains territoires. Ce n'est pas le sujet. Nous parlons de prise en charge et pas de budget. Donc à partir du moment où nous avons les équipes, en lien aussi avec d'autres équipes de centres hospitaliers, il suffit de savoir, quand il y a 2 établissements, une petite maternité, si les équipes qui sont dans l'établissement le plus important, qu'est-ce qu'ils pensent? Là, vous aurez les informations. Voilà. Enfin, je ne veux pas être plus long. Je pense qu'on fait une erreur de raisonnement aujourd'hui en mettant le fait qu'on ferme les maternités et que le taux de mortalité infantile augmente. Je pense que les 2 phénomènes peuvent être liés dans certains cas, mais je pense qu'il ne faut pas généraliser. Donc, nous, conférences, nous disons attention à ce type de loi qui pose des moratoires. Et là, on ne parle, je vous assure, il y a des maternités que nous maintenons, mais nous ne devons pas les maintenir. Je le dis vraiment très clairement. Alors, c'est un sujet compliqué, on pourrait y passer longtemps. D'ailleurs, nous avons fait une contribution assez importante à la mission du Sénat sur la périnatalité l'année dernière, et nous sommes interrogés au titre de la conférence des présidents de CME de CH demain par l'IGAS sur le sujet. Donc éventuellement, on peut vous adresser des documents sur le sujet. Le problème aussi, c'est qu'on subit, parce qu'on n'organise pas, parce qu'on n'anticipe pas, et que probablement qu'il y a des maternités fermées qu'on ne devrait pas, mais parce que chacun est recroquevillé, et ça renvoie à la question sur la gradation des soins, et c'est là où il faut réfléchir à mieux organiser ça, avoir une véritable cartographie sur les territoires pour savoir comment on peut anticiper et organiser ça. Mais il y a un vrai sujet de démographie, là. De compétences médicales, pas que de compétences, d'équipe. C'est-à-dire que les jeunes professionnels, et puis de plus en plus les vieux, ils veulent plus travailler dans des petites équipes. Et c'est là où il faut qu'on réfléchisse ensemble sur comment réorganiser ça. Alors après, moratoire, je sais pas, mais je pense qu'on pourra pas le respecter quand on n'a plus les professionnels. De toute façon, quand on n'a pas les professionnels, il est plus dangereux de fermer, de laisser ouvert. Il est plus dans... Voilà, c'est ça. Donc, je comprends que c'est un sujet emblématique, mais à travers ça, c'est aussi la gradation des soins dont j'ai voulu parler, parce que on maintient aussi différentes activités à droite à gauche qui reposent sur 1 ou 2 médecins, parfois que des intérimaires. C'est là où il faut se reposer la question de l'organisation des soins. Et nous, ce qu'on porte au niveau de la conférence des présidents de CME, c'est pour ça que j'insiste aussi sur la médecine polyvalente. Les besoins spécialisés sont de plus en plus en ambulatoire. L'hospitalisation complète, c'est de plus en plus des patients polypathologiques et vieillissants. C'est là où il faut de la gériatrie, des lits de gériatrie. J'ai déjà fait dans mon établissement où j'ai redistribué des lits de spécialité pour de la gériatrie, pour de la médecine polyvalente. Mais pour que ça marche, c'est là où il faut qu'on ait des équipes spécialisées de territoire au niveau des GHT qui viennent dans tous les établissements et qui font éventuellement de la technicité en fonction du plateau technique et en fonction des besoins. Ça ne marchera, cette réorganisation, que si des spécialistes viennent donner des avis supplémentaires. Là, il y a un enjeu majeur.
Je vous propose de répondre aux 2 questions du rapporteur et après, chacune des députés pourra poser ses questions. Merci. Je vais continuer sur les coopérations. Ah oui, il y avait le service rendu. Service rendu, l'un de nos sujets actuellement, c'est la permanence des soins. La permanence des soins, c'est quand même, du fait des différences de contraintes, un des motifs majeurs de départ de l'hôpital public. Alors, moi, je suis assez partisan. Le volontariat, ça me va bien. Le problème du volontariat, c'est quand il n'y a plus de volontaires, on n'a aucun levier. Et c'est en ça que je pense qu'il faut une obligation qui se déclenche quand le volontariat ne suffit plus. Mais en termes d'établissement de santé, je pense que oui, il faut que les praticiens privés participent plus à la permanence des soins, mais probablement dans le cadre de mutualisation des équipes plutôt que de dispersion des astreintes. Le problème du service rendu après, c'est les plateaux techniques de ces établissements qui sont, enfin, nous, dans les CH, on a surtout affaire à des cliniques qui sont avant tout chirurgicales, qui font beaucoup d'ambulatoires. Donc voilà, ça, c'est indispensable. Mais c'est plus compliqué d'avoir ça. Et c'est là où aussi l'hôpital, on le compare souvent au privé, mais il n'a pas la même capacité d'agir parce que les soins non programmés, ça désorganise par définition. Et on n'a pas tous des blocs opératoires qui permettent d'avoir des équipes et des salles de blocs dédiées aux non programmés. Donc le non programmé, il se mélange au niveau du reste. Donc ça rend l'efficience moins efficiente. D'ailleurs, la DGOS, le ministère avait prévu une enveloppe financière pour les soins non programmés, bon, qui ne va pas se mettre le jour pour l'instant. Donc voilà, nous, le principal sujet, c'est à ce niveau-là. Concernant les coopérations, pour faciliter, en effet, je pense que il faut que collectivement on porte ce message des gradations des soins, mais pas que les GHT. Moi, je pense que l'idée de dire qu'il consisterait, on va modifier le schéma des GHT, la structure des GHT, et donc là, ça va avancer parce que il y avait un patron à l'hôpital, maintenant il n'y a plus qu'un patron dans les GHT. Je tire le trait. Si derrière les choses n'avancent pas, qu'on n'est pas soutenu par les ARS, qu'il n'y a pas une volonté politique de réorganiser, d'envoyer ce message. Qu'on le réorganise, nous, oui, mais il faut qu'on soit soutenu. Aujourd'hui, c'est compliqué parce que personne n'a intérêt à agir, personne n'est incité véritablement à agir. Et ça, c'est un vrai sujet. Après, je pense qu'en effet, les GHT doivent évoluer. Francis Saint-Hubert en a parlé. Il y a peut-être la personnalité morale. Il faut revoir la gouvernance aussi peut-être très médicalisée, des pôles de territoire. Donc là, il y a des sujets à ce niveau-là. Mais c'est un enjeu qu'il faut porter, qu'on ne peut pas porter seul. Qu'on ne peut pas porter seul. Surtout que parfois, il a été porté par les GHT et désavoué ensuite. Et ça, c'est un sujet qui va tout freiner et limiter les uns et les autres, parce que personne n'a intérêt à agir. Les établissements sont ils sont dans les GHT, mais ils sont autonomes. Les médecins, ils n'ont pas obligatoirement envie de rejoindre une équipe plus étoffée, avec des charges un peu plus lourdes. Donc il y a tout un tas de résistance au changement. Donc voilà. Mais je pense qu'il faut une volonté politique. Je cite un exemple. Souvent, les CHT, pourquoi on a fait les GHT? Parce qu'on a démontré aussi que les CHT, les communautés hospitalières de territoire, c'était plutôt une bonne chose. Moi, je suis dans un établissement, on avait une CHT, mais elle était soumise au volontariat, 50. Donc il y a un moment, il faut, si vous voulez, certes de la souplesse dans les territoires, mais il faut une ligne politique. Les GHT ont été obligatoires, et je pense que ça, c'était une bonne chose. Donc c'est là où il faut qu'on voit. Par contre, l'histoire de la personnalité morale et de l'intégration, je pense que le point faible aujourd'hui, c'est l'hétérogénéité des GHT. Quand vous avez un GHT avec un CHU et 15 établissements, dire qu'on va avoir un établissement unique, ça ne me semble pas judicieux. Moi, d'ailleurs, on est en train de fusionner les établissements MCO à La Rochelle avec Rochefort. Là, enfin, en tout cas, on est dans cette logique-là. Là, il y a un peu plus de cohérence. C'est une taille homogène qui prend bien en charge les patients. Quand c'est des énormes territoires et que ça n'a pas de sens en termes de prise en charge commune de patients, ça veut dire qu'en effet, il faut revoir, Francis l'a un peu évoqué, mais sans revoir le périmètre de certains GHT, je ne sais pas si on peut avancer correctement. Par contre, je pense qu'il ne faut surtout pas supprimer les GHT.
Non, oui, pour l'instant, oui, mais l'idée après, probablement, voilà. Mais après, on est des petits. On fusionne les 2 établissements MCO. L'enjeu des GHT, c'est avant tout les MCO. Évidemment, il faut travailler avec les médico-sociaux et les soins de suite, mais l'enjeu, il est là. Mais penser qu'on puisse avoir un établissement unique quand on a 15 établissements, attention, hein, on a voulu faire l'épaule pour supprimer les services, on a vu le résultat. On est revenu, enfin, d'abord plein d'établissements n'ont pas supprimé les services, mais ça reste l'échelon de base. Il faut quand même, voilà, l'histoire de ça vient en haut et ça descend, ça ne marchera pas. Par contre, il faut un cadrage, il faut une volonté, voilà. Peut-être aussi des financements incitatifs pour les uns et les autres pour amorcer, parce que ça nécessite aussi des réorganisations. Ça pose le problème aussi de l'immobilier hospitalier. Moi, par exemple, dans mon établissement, on veut restructurer une spécialité de l'établissement d'à côté, mais rien de récupérer l'équivalent de 8 à 10 lits de cet établissement, on n'en est pas capable, sans faire de travaux. Donc, vous voyez, ça ne se décrète pas aussi simplement que ça. Et on ne va pas redistribuer les soins de proximité à un autre établissement, parce que moi, je trouve que l'hôpital de proximité n'est pas un vrai nom, parce que les soins de proximité, ça concerne tout le monde. Il devrait qu'habituellement avoir des services de proximité, c'est un peu nos services de médecine polyvalente, dans tous les établissements. Pardon, sur les services, entre le privé et le public, notre pays, démocratiquement, a choisi d'avoir à la fois un service public et également une réponse libérale avec des établissements privés. Et pourtant, on a gardé un financement complètement socialisé. Aujourd'hui, nous ne remettons pas en cause cette existence de 2 types, je dirais, d'organisations qui, chacun, ont leurs avantages, ont leurs inconvénients. Ce que nous demandons, c'est qu'il y ait un peu plus d'équité. Il y a des secteurs d'activité où le paiement à l'acte tue l'hôpital public. On a parlé des urgences. Vous savez que, donc, évidemment, quand les urgences hospitalières sont complètement débordées, voilà, on connaît dans certains territoires vraiment des situations difficiles. Que font certains urgentistes, certains seulement? Et puis, heureusement, ils sont peu nombreux. Il suffit de traverser la rue, aller ouvrir un centre de soins non programmé, tout simplement, et ils sont payés à l'acte. Donc, il y a des infirmiers libéraux qui participent. Voilà, je vous assure, ils gagnent, comme ça, en traversant la rue, 3, 4 fois plus. Et vous avez des fonds de pension étrangers qui viennent financer. Voilà la situation. Et nous le savons, nous n'avons pas besoin de beaucoup de réflexion pour stopper ça. Il faut juste donner la possibilité aux ARS d'arrêter. Je ne remets pas en cause tous les centres de soins non programmés. À côté, nous avons des centres de soins non programmés qui ont été montés avec la participation de la médecine de ville, où, évidemment, en fonction du temps qu'ils passent, il y a un contrat, il y a un paiement qui est lié à, non pas aux actes, mais à ce qu'ils rendent, le temps qu'ils passent. Donc, si vous voulez, chaque fois, et nous pouvons aujourd'hui identifier les secteurs d'activité, par exemple en radiothérapie, en imagerie, il y a des secteurs qui sont à la dérive et vraiment, il faut reprendre les choses à la base pour qu'il y ait plus d'équité. Sur les coopérations, donc effectivement, c'est un sujet que j'avais évoqué. Vous savez, il faut partir de l'humain pour aller vers le système. Parce qu'il y a une interaction. Si le système ne permet pas les coopérations, eh ben, on n'avancera pas. Donc il faut à la fois tenir compte des dimensions individuelles des individus, mais également mettre en place un système qui favorise. D'abord, dès qu'on parle de coopération, nous avons 3 types de réactions. La coopération fait peur. Est-ce que finalement, le fait de, voilà, on va coopérer avec une équipe dans un établissement plus important, est-ce que finalement, on ne va pas fermer notre activité? La coopération crée des tentations. Est-ce que finalement, d'un établissement, par exemple un CHU, tel ou tel
voilà, cardiologue ou je ne sais qui va aller prendre les coronarographies, les actes dans un territoire. C'est un sujet. Donc, il y a des tentations. Et nous avons également les attraits, c'est-à-dire une intelligence qui permet de dire, en travaillant ensemble, on peut mieux faire. Il faut tenir compte de ces émotions, de ces sentiments qui animent les individus et les équipes pour pouvoir construire ces coopérations. Tout à l'heure, Thierry Godot disait l'hétérogénéité des territoires, donc il faut effectivement arrêter avec ces GHT monolithiques, créer des GHT diversifiés, 3 ou 4 types suffisent, et laisser la possibilité, mais il faut absolument intégrer les élus. Aujourd'hui, les élus, ce sont les grands oubliés. À un moment donné, il y a eu des réformes successives où, en gros, les élus nous embêtaient, ils se mêlaient, voilà, ils empêchaient les restructurations. Donc, on les a un petit peu tenus à distance. Donc, il faut les intégrer. Il faut que les décisions qui sont prises au niveau du territoire, ça ne doit pas être uniquement des décisions qui sont validées par les professionnels et les directeurs. Il faut absolument associer les élus. Donc, il faut imaginer un niveau territorial chaque fois que c'est possible. Et dernier point, nous avons besoin d'équipes territoriales. Aujourd'hui, c'est vrai que les soignants ont besoin et nous devons respecter. Ils ont une identité professionnelle, ils ont une identité d'appartenance à tel ou tel service. Demain, nous devons créer cette notion d'équipe territoriale pour pouvoir se dire « je n'appartiens pas à tel hôpital et je vais aller travailler ailleurs ». Non, j'appartiens à une entité territoriale, donc c'est normal que j'intervienne sur plusieurs parties ou dans plusieurs établissements. Merci. Madame Levrault. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les présidents, moi j'aimerais vous interroger pour avoir votre position sur la tarification à l'activité et les conséquences sur la qualité des soins et les conditions de travail des professionnels. On sait qu'il y a un taux de burn-out élevé et on nous parle beaucoup, quand on rencontre les professionnels, ils nous parlent beaucoup de perte de sens au travail et même parfois de déshumanisation. Et tout à l'heure, vous nous disiez d'interroger les professionnels. Moi, justement, je fais un tour des maternités menacées de fermeture et j'ai interrogé plusieurs sages-femmes. Et notamment, l'autre jour, la semaine dernière, à Sarlat, une sage-femme m'a dit ne pas vouloir retourner dans une grande maternité où elle travaillait avant. Maintenant, elle se trouve très bien à Sarlat parce qu'elle a du temps pour s'occuper des patientes et des bébés. Donc voilà, je voudrais avoir quand même votre idée de ce témoignage. Autrement, c'est peut-être pas la taille de la maternité qui compte. On est d'accord que c'est le trio médical. Parce qu'auparavant, on fermait des petites maternités, alors qu'il y avait le trio médical. Il y a 20 ans, on a fermé des petites maternités où il y avait ce trio. Mais c'est peut-être le trio pérenne. On est, je crois, d'accord avec ça. Et donc, est-ce que la T2A n'entraîne pas également un manque d'attractivité qui empêche ensuite la pérennisation de ces trios, parce que la taille de la maternité, finalement, a peu d'importance. Voilà, donc c'est une question. Et donc, tout à l'heure, vous avez bien dit qu'il y a un problème de démographie médicale, mais déjà, vous alertez sur attention, en 2030, on n'aura pas, on aura peut-être trop de médecins. Alors que la formation n'augmente pas non plus si rapidement que ça. Puis je pense que nous, vous n'avez peut-être pas fixé de date, effectivement, mais en tout cas, pour nous, en tant que législateurs, je pense que dans l'intérêt général, il vaut mieux trop de médecins que pas assez. Voilà. Oui, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, voilà, c'est de former le nombre de médecins utiles, et pas obligatoirement des médecins, c'est les infirmiers, c'est toutes les professions. La T2A, c'est un vaste sujet. La T2A a quand même été un progrès pour l'hôpital. Après, c'est ce qu'on en a fait, qui n'a pas obligatoirement été une bonne chose, notamment avec les baisses de tarifs, où il a fallu travailler plus pour gagner moins. Donc ça c'est un sujet. Néanmoins, on voit quand même que ça a ses limites. Alors, je sais pas, je dirais qualité, ça reste à démontrer, mais en effet, sur la production des actes. Après, ce que vous évoquez, c'est plus ce qu'on en fait. Alors, ce qui est compliqué dans la T2A, c'est que c'est aussi ce qu'on en a fait. Alors, je ne suis pas le financier le plus féru, mais il y a quand même beaucoup de séjours qui ne sont pas financés au juste coût.
Parce que la T2A, c'est quand même pas faire de l'argent, c'est de rentrer les finances que nous, on a dépensées. C'est-à-dire, il faut que ça corresponde à nos coûts, globalement. Donc ça, on sait qu'il y a des spécialités mal rémunérées, entre guillemets, par rapport aux coûts dépensés, dont les maternités, dont la réanimation. Il était question, là aussi, notamment sur ces deux sujets, qui est une évolution du financement avec un peu des dotations socles, c'est-à-dire quel est le niveau minimal pour que ça fonctionne, avec une part T2A en fonction du volume d'activité. Mais en effet, on peut penser aussi que pour des raisons géographiques, parce qu'on a quand même des territoires qui nécessitent des activités, enfin des soins, alors que l'activité n'est pas obligatoirement au rendez-vous, parce qu'on est loin de tout et que c'est une façon nécessaire de soigner correctement la population. Donc il faut une dotation socle à ce niveau-là, mais là aussi, ça avance pas. Je crois que d'une manière générale, nous, on est assez quand même partisans d'évoluer vers des dotations populationnelles, des soins au parcours, des soins du financement à la qualité. Le problème de la qualité, c'est un peu aussi, ça renvoie au numérique, c'est qu'aujourd'hui, on ne mesure pas vraiment la qualité. On ne mesure pas la qualité des soins en termes de résultats. Parce qu'en effet, dans la maternité, quelle qu'elle soit, c'est quoi la complication, la mortalité néonatale d'une maternité identifiée? On ne le sait pas obligatoirement très bien. Et puis, quand on a opéré quelqu'un, quand on a opéré un cancer, combien de gens sont vivants au bout de 5 ans? On ne sait pas toujours très bien. Combien de complications? Comment on récupère d'une prothèse de genou quelques mois après une opération? Parce qu'il n'y a quand même pas que des choses graves qui se passent. Mais quand on opère des prothèses de genoux dans un endroit, quand on opère de l'obésité dans un endroit, est-ce que vraiment les gens maigrissent? Qu'est-ce qui sont des complications? Ça, on ne sait pas le produire. Et ça, c'est un sujet. On ne sait pas le produire par équipe, de dire véritablement si ce qu'on fait est bien ou pas. Et on sait dans la qualité des soins que moins on fait d'actes, moins c'est bon. Voilà. Mais plus on en fait, et plus ça se dégrade aussi. Parce que, voilà. Et ce que vous évoquez, moi je pense aussi l'histoire de la sage-femme de Sarlat, et c'est un des grands sujets aussi de l'hôpital, c'est le problème de la charge de travail, et qu'on ne sait pas très bien évoluer. Va au-delà du financement. Alors tout est un peu lié, parce que si on n'est pas assez financé, on ne met pas obligatoirement beaucoup de personnel. Oui, c'est un cercle vicieux. Mais c'est plus des problèmes de charge de travail. Et je ne suis pas sûr que les dotations de l'hôpital public, qui soient hautes que la T2A, soient meilleures que ça. Actuellement, c'est parfois avec les missions d'intérêt général qu'on a le plus de difficultés de financement. Donc voilà, ça c'est... Bon, la T2A, on en parle, on voudrait la diminuer, mais on n'arrive pas tant que ça à le faire. C'est le pire des systèmes à l'exclusion des autres au jour d'aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut qu'on avance. Il y a des choses apparemment sur la psychiatrie il y a une évolution et les soins de suite. Je pense qu'il faut qu'on avance sur ces sujets-là de population, etc. De dotation populationnelle, par contre, et de qualité des soins. Ça fera évoluer les choses, je pense, et on parlera plus de qualité, d'inciter à agir pour faire de la qualité, de la sécurité, de la pertinence. Aujourd'hui, on n'a pas d'intérêt à agir à ce niveau-là. Ça, c'est aussi ça. Quand on parle des coopérations, on n'a pas intérêt. Aujourd'hui, on n'est pas incité à coopérer, on n'est pas incité à travailler avec le privé, on est incité à se concurrencer. Et je pense qu'on peut prendre toutes les mesures que l'on veut de restructuration de la médecine de ville, de la médecine et de l'hôpital. Si on ne trouve pas des solutions pour que les uns et les autres travaillent ensemble, je pense qu'on n'améliorera pas grand-chose. Ce sera du court terme, mais c'est tout. Merci. Je pense que Mme Bagné voudrait poser une question. C'est une remarque très personnelle. Je réagis toujours quand j'entends parler des fermetures de maternité parce que, à titre personnel, je dois ma vie au fait d'avoir eu un hôpital à 15 minutes de chez moi, parce que je suis née à 6 mois et demi, accidentellement, sortie en 30 minutes. Et s'il n'y avait pas eu l'hôpital, je ne serais pas là. Donc c'est vrai que c'est toujours cette question. Moi, je ne serais pas opposée à ce qu'il y ait des hôpitaux de qualité, enfin qu'on supprime les petites maternités parce qu'il n'y a pas l'équipement nécessaire, ou le personnel qualifié nécessaire, mais il faudra toujours l'accueil de l'urgence, parce qu'on ne peut pas laisser aussi des femmes, notamment en ruralité, perdre leur enfant parce qu'il n'y a pas d'hôpital à proximité. Et au passage, à l'époque, nous, à Laval, en Mayenne, il y avait un service de néonatalité très développé, parce que les femmes travaillaient, donc il y avait beaucoup d'enfants prématurés. Et on avait derrière un suivi pédiatrique qui était super intéressant. Moi, j'ai eu 5 ans de suivi pédiatrique.
chose impossible aujourd'hui, impossible. Et c'est ça la réalité aussi des femmes en ruralité. C'est une crainte des femmes qui peuvent nous entourer. Donc je voulais vous dire ça. Et aussi dans notre département, alors on a vécu des semaines un peu compliquées où on a 3 hôpitaux en Mayenne, réorganisation des urgences, mise en place de la régulation. Ça a été difficile, un accouchement très compliqué. Et on a quand même des journées de fermeture totale des urgences. Je crois qu'on avait 2 jours en avril. Ça pose un problème d'organisation tout de suite avec les départements voisins pour que la personne du nord de la Mayenne soit pas envoyée à Angers, mais soit plutôt envoyée sur Rennes. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette question qu'on a sur le territoire de comment on fait quand c'est fermé partout. Effectivement, la clinique privée est prête à développer son propre service pour venir en appui à l'hôpital public, mais on en est là. Et aussi une crainte de la part des personnels qu'il y ait des défections liées à la mise en place de la régulation, parce que ça rend les postes plus compliqués aussi. Et donc on a des démissions. Ils essaient de suppléer comme ils peuvent, mais c'est vrai que la mise en place elle-même de la régulation s'accompagne de défections. Donc c'est un sujet, voilà. Je peux... Pardon. Alors, juste quelques mots quand même sur la T2A. Vous savez, quand j'ai démarré comme soignant dans les années 80, on avait encore le prix de journée. Ça avait des effets pervers. On avait intérêt à garder les patients le plus longtemps possible. Voilà. Et ça rapportait à l'hôpital, parce qu'on ne faisait pas beaucoup de soins, tout ça. Ensuite, on est passé à la dotation globale. Dotation globale, en tant que directeur, nous, on avait intérêt, alors pour être bon directeur, évidemment, pas de déficit, on avait intérêt à fermer les services, ne pas embaucher, ne pas... Voilà. Donc, ce n'était pas du tout incitatif en termes d'activité. Aujourd'hui, effectivement, nous avons la T2A. Oui, la T2A a des effets pervers, mais l'effet pervers de la T2A, c'est l'ONDAM. C'est l'ONDAM. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit... Voilà, vous êtes payé à l'activité, mais comme ça ne peut pas déborder, on révisera les tarifs, on va vous donner. Donc, le sujet, il est là. Le sujet, il n'y a pas, et maintenant on parle de dotation populationnelle, encore des mots valises. Voilà, on va réinventer les choses, nous disons. Et puis en plus, quand vous regardez de près le financement des hôpitaux, c'est 50-60% de financement des hôpitaux seulement en T2A. Donc ne jetons pas le bébé, ça me fera la transition pour la maternité, avec l'eau du bain. Madame la députée, vous avez raison. Vous avez raison de dire qu'il y avait une situation, à un moment donné, il n'y a pas si longtemps, on avait les moyens, on avait les pédiatres, on avait les anesthésistes, on avait des personnes, des médecins qui travaillaient 100 heures par semaine. Aujourd'hui, nous n'avons pas ce système. Donc il ne s'agit pas d'avoir une position en disant il faut fermer les maternités de moins de 300 accouchements. Tout ça, c'est de voir comment nous pouvons améliorer ce système avec des outils qui n'existaient pas à l'époque, c'est-à-dire comment renforcer le suivi pendant la grossesse. Aujourd'hui, nous avons des évolutions, je dirais, voilà, dans la prise en charge médicale, un certain nombre d'examens, tout ça, qui permettent d'anticiper un certain nombre de choses. Voilà. Je ne dis pas dans votre cas précis ce qui serait passé, mais et puis il ne faut pas non plus tomber dans l'autre excès des usines à maternité. Voilà, je reprends ces termes-là abusifs. Non, il n'y a pas d'usine à maternité. Voilà, c'est pas. Mais on doit se donner les moyens. Même s'il y a 1800 accouchements, on doit se donner les moyens d'accompagner toutes ces mamans et les familles. Enfin, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Et souvent, on nous dit aussi, oui, les charges du travail. Excusez-moi, là, vous me donnez l'occasion d'exprimer quand même notre point de vue sur cette loi qui a été votée sur le ratio. Pardonnez-moi de revenir un peu sur ce sujet-là. C'est trop simple. Si on pouvait simplement résoudre les charges de travail à l'hôpital en décrétant des ratios. Alors, je ne sais pas ce que l'HAS va sortir. Vous savez très bien que la charge de travail, c'est 4 paramètres qui interviennent. Évidemment, les effectifs, mais il y a aussi les organisations, les cloisonnés, décloisonnés, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, il y a l'architecture et les équipements. Et 4e parenthèse, le climat social dans un service, l'ambiance, voilà. Donc, oui, les ratios sont utiles dans certains types d'activités. La réanimation, voilà, il y a un certain nombre de choses où nous les avons déjà. Mais faire une loi
pour dire qu'on va mettre en place les ratios, laisser croire qu'on va résoudre les problèmes avec un système de ratios dans nos hôpitaux, voilà. Évidemment, vous avez compris, nous ne sommes pas favorables à ce type de raisonnement. Bon, l'heure avance. Oui, voilà, je pense qu'on va conclure parce que vous nous avez dit beaucoup de choses, vous les avez bien exprimées, vous avez répondu clairement sur les maternités, sur les ratios, sur la coopération, la nécessité d'évoluer sur la personnalité des structures, etc. Donc je vous remercie vraiment. Vous savez que vous pouvez nous envoyer des compléments d'information, nous les recevrons avec plaisir. Et donc on va se quitter et je donne rendez-vous à mes collègues demain matin à 9h, justement sur une table ronde sur le parcours de périnatal. Donc ça sera l'occasion de reparler des maternités. Merci beaucoup. Merci. C'est ici, oui? Non? On va chercher les papiers, je vous le dis. Non, c'est ici, je crois. C'est ici. Voilà.